Bonjour, alors une question qui me tracasse pas mal dans le contexte actuel, c'est de savoir si le marché baissier qui nous attend, puisque bon, je vous ai déjà dit, hein, tous les indicateurs macroéconomiques qu'on a en ce moment pointent vers une récession, au moins aux États-Unis, en Europe et sur les marchés développés d'Asie. Bon, c'est de savoir si cette récession qui arrive, qui devrait être assez puissante, importante, va générer un marché baissier du type de celui qu'on a eu en 2008, dans lequel vraiment tout baisse sans aucune distinction, que ce soit marché développé, émergent, pétrolière, tout ce qu'on veut, small caps value, valeur de croissance. En 2008, il y avait eu vraiment absolument aucun échappatoire, il fallait être liquide à 100% ou quasiment 100%. Ou est-ce qu'on sera dans le cadre d'un marché baissier plus fragmenté, plus hétérogène, comme on a pu donc l'observer sur la période 2001-2002? Alors il y a de gros points communs avec 2008 sur les indicateurs macroéconomiques, ça fait aucun doute. Sur le plan graphique du SP500, on a aussi des points communs qui sont assez frappants. Donc vous voyez qu'on est en ce moment dans... Ça c'est un graphique que j'avais proposé à mes abonnés il y a quelques mois. Donc j'avais anticipé le rebond actuel, hein, dans ce graphique. Mais bon, ce rebond va un petit peu au-delà de ce que j'avais prévu. Bon, c'est normal, hein, on a des retracements possibles à 38%, à 50%, jusqu'à 61%. En général, au-delà de 61%, il faut commencer à se poser des questions sur le fait que est-ce qu'on est encore vraiment dans un marché baissier ou pas. Vous voyez qu'en ce moment, donc le rebond long qui a commencé à la mi-juin, qui a déjà à peu près 2 mois maintenant d'avancement, a retracé plus de 50%, et en 2008 on a vu exactement le même type de rebond long sur la période donc mars à mai, avec là aussi un retracement entre 50 et 60% de la vague de baisse initiale. Et la vague de baisse initiale de 2008 était sensiblement de même ampleur que la vague de baisse qu'on a eue sur la période donc du début 2022 jusqu'au mois de juin. Donc graphiquement, il y a vraiment beaucoup de similitudes. On avait même eu au niveau macroéconomique un redressement des conditions sur le second trimestre 2008. On avait eu un trimestre de croissance, bon, beaucoup l'ont oublié, mais on avait une petite embellie au sein de la crise. On avait eu 2,3% de croissance au second trimestre 2008, et actuellement sur le troisième trimestre 2022, les prévisions donc GDP Now prévoient aussi une croissance de l'activité aux États-Unis. Donc pour moi, il y a vraiment de très grosses ressemblances macroéconomiques entre le deuxième trimestre 2008 et ce qu'on a en ce moment au troisième trimestre 2022. Ça ne remet absolument pas en cause la suite des événements, pour moi, qui devrait être fortement baissière, avec une entrée dans le cœur de crise probablement après la rentrée, hein, à partir de septembre, octobre 2022, où là ça devrait commencer à mon avis à se dégrader sérieusement. Maintenant, il y a des différences, j'en ai déjà parlé, je vais actualiser ce que j'avais dit précédemment, vraiment des différences de valorisation qui sont très frappantes entre la situation qu'on avait en 2007 ou même au début 2008 et la situation actuelle. Certains de mes abonnés m'ont fait la remarque à juste titre. Ils me disent oui, bon, je comprends très bien, je vois bien que les conditions, les indicateurs macroéconomiques sont très dégradés, sont très alarmants. En même temps, on a par exemple des ratios de valorisation sur les valeurs bancaires européennes qui sont ultra décotées en ce moment. Et ils ont raison, hein, c'est tout à fait vrai. On n'avait pas ce genre de ratio en 2007 ou au début 2008, au moment de l'entrée de crise de marché baissier. Donc on a un marché aujourd'hui qui est beaucoup plus fracturé qu'il ne l'était en 2008. Alors je vais vous montrer quelques graphiques qui actualisent, qui vont généraliser ce genre de remarques, hein, qu'avait fait un de mes abonnés.
Ici, on a donc les valorisations, le PER moyen sur 10 ans des USA. Donc, vous voyez où on en est aux USA. On est clairement sur un marché complètement surévalué avec un PER moyen sur 10 ans qui est supérieur à 30. Donc, on a un énorme potentiel de baisse, évidemment. Mais sur les autres marchés, c'est-à-dire là c'est la médiane de 46 pays, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même situation. On est plutôt en bas de la fourchette de valorisation sur ce PER moyen 10 ans. Donc, situation qui est très différente de ce qu'on avait en 2007 où tout était trop cher, tout avait monté simultanément. Et ça ressemble un petit peu plus à une situation de marché fracturé qu'on avait sur la période 2000-2001 par exemple, même si en 2000 on avait aussi à un moment avant 2000 tout qui avait un petit peu monté. Toujours sur ce PER moyen 10 ans. Donc là, c'est Thomas Callium qui propose ce genre de graphique sur son blog qui s'appelle Top Down Charts. Vous voyez aussi qu'il y a des différences tout à fait frappantes avec ce PER moyen sur 10 ans. On retrouve le fait que les USA sont très chers, même s'ils ont corrigé déjà un petit peu. Ils sont bien au-dessus de leur fourchette historique. Les pays développés hors États-Unis, c'est la courbe en bleu. Vous voyez où on en est en ce moment. On est plutôt dans le bas de la fourchette historique de l'indicateur. On n'est pas du tout dans la situation dans laquelle on était en 2007 et on n'est pas non plus, on n'est même pas dans la situation dans laquelle on était sur ces marchés développés hors US, hors en 2000 où ils avaient accompagné la bulle et ils étaient trop chers. Les marchés émergents ici, donc la courbe rouge se trouve plutôt dans la moyenne historique ou un petit peu dans le bas de la fourchette de l'indicateur. Et là, sur la période le marché baissier 2007-2009, à l'entrée de marché baissier, on était très cher sur les pays émergents. On était vraiment à des PER moyens sur 10 ans supérieurs à 35, donc des niveaux absurdes. On n'est pas du tout dans cette situation aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a une grosse fracturation entre ce que font les États-Unis et les autres marchés. Et là, la situation des marchés émergents rappelle pas mal ce qu'on avait en 2000, où les émergents n'avaient pas du tout suivi le reste des marchés. Si on regarde maintenant non plus les PER moyens sur 10 ans, mais les PER prévisionnels, alors j'aime moins parce que le PER moyen sur 10 ans est beaucoup plus robuste et il gomme les effets de cycle, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui est prévu en PER sur l'année à venir pour différents pays. Donc vous voyez ici ce qui se passe sur le plan mondial. On va regarder d'autres types de graphiques maintenant. Donc vous avez ici par exemple la situation des États-Unis, donc le PER prévu pour l'année qui vient. Ici on a l'ensemble du monde, les marchés émergents en vert et la zone EAFE qui se situe en bleu. Vous voyez qu'on est quand même très loin des niveaux de valorisation des États-Unis et on n'est pas dans la situation de 2007 qui était très homogène où tout avait monté plus ou moins ensemble. Donc il y a quand même des différences significatives à signaler et au sein des marchés émergents, on en a qui sont vraiment bradés en ce moment et on en a également sur les économies développées. Alors je vais vous montrer quelques sites. On a d'abord la situation des pays européens. Vous voyez où en est tombée l'Italie, notamment la courbe verte en ce moment, qui a des PER prévisionnels pour 2022 qui sont extrêmement bas, qui sont en dessous de 8. L'Allemagne également, la courbe bleue qui est franchement proche du bas de la fourchette de l'indicateur. L'Espagne également assez basse. Et la France, en tout cas, qui est dans le bas de la fourchette des 10 dernières années, sans atteindre les niveaux de la crise 2008 ou 2011-2012. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Europe. En tout cas, ça n'est pas des situations de marché surévalué du tout. Au niveau du monde, maintenant, on a des économies, certains marchés émergents qui sont vraiment très décotés actuellement. Alors notamment l'Amérique latine et le Brésil. Ça avait été signalé par le professeur Damodaran dans son rapport de début d'année 2022.
Vous voyez que la courbe jaune brésilienne décroche complètement et se situe exactement, quasiment exactement à ces niveaux de 2008. Donc niveau de valorisation extrêmement bas sur le Brésil en ce moment. Et là aussi, on n'est pas du tout dans la situation dans laquelle on pouvait être en 2007-2008 ou même sur l'année 2000 où il y avait eu quand même un pic de valorisation générale. Donc on a vraiment des marchés qui sont beaucoup plus fracturés et une surévaluation qui va porter uniquement sur certains secteurs de la cote, sur les grosses capitalisations américaines, mais qui n'est pas généralisée comme pour le marché baissier précédent. Donc voilà, il y a ce pays, hein, le Brésil, que je tenais à vous signaler. Si vous envisagez d'investir dans des ETF sélectifs par pays, il y a clairement une opportunité de valorisation en ce moment sur ce marché. Qui est beaucoup moins marqué sur d'autres pays. Vous voyez que l'Inde est relativement chère encore en ce moment. La Chine est assez bon marché, mais on a un gros risque géopolitique, hein. Il suffit qu'il y ait des tensions avec Taïwan, que les relations entre Occident et Chine se détériorent, qu'il y ait des sanctions qui tombent, et ça peut vite dégénérer sur les actions chinoises. Donc on peut y aller, mais très prudemment, en investissant de façon détournée sur les places de Singapour et Hong Kong. Mais sur le Brésil, on n'a pas ce type de risque géopolitique, donc c'est une raison de plus d'aller vers ce pays émergent. On a bien sûr la Pologne qui est sur des ratios de valorisation tout à fait attractifs, tout à fait bas en ce moment. Et ensuite, il y a le Vietnam qui est pas extrêmement décoté en ce moment, mais qui n'est pas cher non plus, qui a bien régressé au niveau de ses ratios de valorisation et qui a le meilleur potentiel de croissance de la zone Asie. En particulier, si on a des tensions croissantes Occident et Chine, les flux d'investissement vont se rediriger vers le Vietnam, qui lui, a priori, n'a aucun intérêt à avoir de conflit avec l'Occident ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Et donc les Vietnamiens, eux, ils se contentent de faire du business, d'avoir des relations commerciales normales avec les autres pays, et ça leur réussit évidemment tout à fait. Donc vous voyez ici le graphique, le PER prévisionnel du Brésil, hein, qui tombe en dessous de 6 pour l'année à venir, et on est vraiment dans le bas de la fourchette de l'indicateur. Donc voilà, sur les pays émergents, clairement, il y a des opportunités et la situation actuelle est radicalement différente de ce qu'elle était sur la période 2007-2008. Donc il ne s'agit pas d'être investi à 100% aujourd'hui, très clairement. Il y a un risque de marché baissier important, mais à mon avis, ça serait aussi une erreur d'avoir 100% de liquidité, de tout vendre maintenant, alors qu'on peut investir quelques ETF ou dans des actions sur des places comme le Brésil, la Pologne, le Vietnam, qui peuvent franchement surperformer sur les 5-10 ans à venir le reste des marchés. Alors si on regarde maintenant ce qui s'était passé sur le marché baissier 2001-2002 et ce qui a suivi pour les marchés émergents, vous voyez que les marchés émergents étaient sur un point bas cyclique de long terme sur la période 2000-2001. Ils avaient largement surperformé ensuite le marché US. Là, c'est un ratio marché émergent, tracker EEM, marché émergent sur indice SP500. Malgré tout, hein, sur la période 2000-2002, au cœur de marché baissier, on avait quand même une baisse significative du tracker qui était passé de 12,5 à 7,5. Donc ça avait moins baissé que le SP500, mais ça avait quand même baissé de façon significative. Au niveau des valeurs pétrolières gazières, hein, c'est exactement la même chose. On avait, après le point bas cyclique de 99-2000, on avait très largement surperformé les marchés américains. Et vous voyez que on avait une baisse de l'ordre au cœur de marché baissier sur ce secteur valeur pétrolière mondiale d'une 30%. On était passé, je vais corriger le graphique de prix puisque j'étais resté sur les marchés émergents, donc je vais remettre ici le graphique des valeurs pétrolières mondiales. Et vous voyez que sur ce graphique des valeurs pétrolières mondiales, on avait perdu à peu près une 30% entre le plus haut de 2001, on était passé de 250 à 175 sur l'indice, mais c'était quand même beaucoup moins marqué au niveau baisse que l'indice SP500, que les marchés US. Donc voilà, en sachant qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est encore plus fracturé
qu'il ne l'était en 2000. Donc on pourrait avoir des secteurs comme sur les marchés émergents, sur les small caps value, sur les valeurs pétrolières qui résistent encore mieux au marché baissier général qu'ils ne l'avaient fait en 2000, et évidemment beaucoup mieux que la période que le marché 2008. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune baisse sur ces secteurs, mais en tout cas ça peut valoir le coup quand même de commencer à investir un petit peu, de garder une poche investie sur les secteurs qui sont bradés aujourd'hui, de ne pas tout vendre en prévision du marché baissier qui arrive. Et dans le même temps, bien sûr, de prendre des positions baissières sur les marchés qui sont trop chers, sur l'indice SP500 par exemple, où là on devrait baisser très franchement dans les trimestres à venir. Donc en combinant les deux, en cumulant les deux, on peut vraiment, je pense, réaliser de bonnes performances sur les années à venir. Je vous montre une dernière chose. Donc j'ai fait une mise à jour de la formation que je propose sur les valeurs de rendement. Donc dans cette mise à jour, je propose de nouvelles stratégies de screening donc pour trouver de bonnes valeurs de rendement des cotés. Et j'ai préparé pour tous ceux qui ont acheté la formation, donc ça c'est une mise à jour qui sera totalement gratuite pour ceux qui ont acheté la formation, j'ai préparé un dossier d'idées d'investissement en valeurs de rendement. Donc il y a 21 valeurs dans ce dossier. Et c'est assez diversifié, donc il y a des valeurs françaises, des valeurs européennes, des valeurs axées pays émergents, des valeurs du secteur pétrole-gaz évidemment, parce que je privilégie les stratégies que je viens de vous détailler là, qui consistent à vraiment aller sur les pays émergents, les valeurs pétrolières et les small caps des côtés. Bon, c'est assez surprenant les résultats que j'ai pu trouver. Ils montrent vraiment donc ce qui ressort des screeners, et après je vérifie manuellement, bien sûr chaque dossier j'étudie en détail, mais on trouve vraiment des valeurs très très décotées aujourd'hui, c'est vraiment étonnant, et c'est à mon avis une situation tout à fait différente de ce qu'on avait en 2007-2008, début 2008, où on ne trouvait pas de valeurs absurdement décotées. Donc vous voyez ici la liste des 21 valeurs. J'ai résumé les rendements sur dividendes actuels de chacune de ces valeurs. Donc ce sont des rendements qui vont, la pire à 4,5% de rendement, mais en même temps elle a un PER de 4, un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 2,5, elle a un chiffre d'affaires en croissance régulière, elle a une décote de 58% sur capitaux propres tangibles, et le dividende augmente d'année en année. Donc j'ai quand même mis dans la sélection malgré le rendement un peu faible. Bon, toutes les autres ont des rendements supérieurs à 6-7%, et certaines ont même des rendements qui sont au-delà de 15 ou 20%. Donc il y en a une qui a 20,6% de rendement, une autre 14,3%, une autre qui est un peu spéciale. Bon, celle-là, elle n'est pas très significative parce que c'est une valeur, celle-là, c'est une valeur, la seule valeur ukrainienne de la sélection, valeur agricole qui opère en Ukraine, qui est cotée sur le marché polonais. Bon, je l'ai mise quand même, parce qu'on peut avoir une petite ligne, je pense, de valeur ukrainienne en ce moment. C'est pas du tout certain que la Russie arrive à envahir toute l'Ukraine. Et si la Russie, ce qui est le plus probable, se contente du Donbass, ou est plus ou moins mise en échec au-delà, les valeurs ukrainiennes qui ne sont pas affectées par le conflit, qui ne sont pas dans la zone de conflit, vont voir leur cours exploser. Donc ça vaut le coup, je pense, de prendre des positions en ce moment sur des valeurs ukrainiennes complètement bradées. Il ne s'agit pas de mettre évidemment 50% de votre portefeuille dessus, mais on peut miser une petite ligne là-dessus. Donc vous voyez que pour les autres valeurs, les PER que j'ai pu trouver, 2,7, PER inférieur à 4, PER 2, PER 4, des ratios valeurs d'entreprise sur EBITDA qui sont quasiment tous en dessous de 5, parfois en dessous de 3 ou 4. Bon, des ratios en analyse financière, on considère qu'un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA normal est entre 10 et 12. Et ces ratios-là ne sont absolument pas justifiés ou expliqués par une entreprise qui aurait une mauvaise santé ou qui connaîtrait de gros problèmes. Pas du tout. J'ai vraiment regardé, c'est des entreprises qui sont en croissance ou stables, qui n'ont pas de soucis particuliers en ce moment. Donc il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment une décote considérable sur certaines small caps en ce moment.
Donc voilà pour ces quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. On est clairement dans une situation macroéconomique comparable à celle de 2008, voire même pire, plus alarmante qu'elle ne l'était en 2008. On est dans un rebond de marché également comparable au rebond long du printemps 2008, mais qui ne devrait pas remettre en cause la suite du marché baissier. Par contre, on a des marchés qui sont beaucoup plus fracturés et des opportunités d'investissement aujourd'hui sur des valeurs bradées qu'on ne trouvait pas au moment du rebond long du printemps 2008. Donc je pense qu'il y a quand même des différences importantes et qu'il faut rester partiellement investi malgré la situation très dangereuse qu'on a en ce moment, quitte à bien protéger par des positions baissières et à spéculer à la baisse sur les marchés surcotés.